Chers sœurs, Monsieur le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, chers frères, Madame la ministre de l'Éducation, là, il y a un petit souci. Non, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Madame la ministre d'État, comme c'est ma fille, elle saura quand même pardonner cette entorse d'ordre protocolaire. Madame la ministre d'État, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre et cher jeune frère Hams, Monsieur le ministre Sanogo, Monsieur le ministre Konaté, Kaline, Monsieur le ministre Silat, le sémillant ministre délégué des Sports, Mesdames et Messieurs, il est là où Fubana. Mais tu es derrière. Attends. Il y a une place devant ici. Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole observé. Je voudrais commencer par présenter en mon nom et au nom de l'équipe qui a été chargée d'organiser cette cérémonie nos excuses les plus plates. Nos excuses les plus plates parce que pour la première édition, nous avons dû forcer un peu les choses et en pareille situation, il y a toujours des imperfections. La première imperfection que je note, c'est qu'on commence avec beaucoup de retard. Cela est dû au fait qu'il y avait d'autres activités dans la journée, aussi importantes, peut-être même plus importantes que la nôtre. Je voudrais donc vous présenter toutes nos excuses. Et vous assurer que si Dieu nous accorde d'autres éditions, elles seront encore mieux préparées, elles seront encore plus dynamiques. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, 11 avril 2024, nous sommes rassemblés dans cette salle du Palais de la Culture de Trècheville pour commémorer un moment déterminant de notre histoire, l'histoire de notre pays. Un moment où la résilience a triomphé de l'adversité, où l'engagement et la conviction ont pris le dessus sur la forfaiture, où la démocratie a fini par l'emporter, ouvrant un horizon d'espoir et de rêve à notre pays sur le chemin de son destin. 11 avril 2011, une date qui restera gravée à jamais dans nos mémoires individuelles et collectives. Ce jour où la volonté du peuple a été restaurée, où la liberté s'est imposée. Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers militantes, chers militants, le devoir de mémoire consiste à nous rappeler d'où nous venons afin de mieux apprécier où nous sommes aujourd'hui et surtout de savoir nous orienter pour l'avenir. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, rayonne tant en Afrique que dans le monde entier. Fait parler d'elle, fait rêver, est devenu aujourd'hui un modèle de développement au plan économique, socio-culturel et politique. Notre pays a retrouvé sa place dans le concert des nations. La destination Côte d'Ivoire est aujourd'hui des plus sollicitées, des plus prisées. Cependant, mesdames et messieurs, nous ne devons pas oublier. Nous devons nous souvenir que notre pays avait été pris en otage pendant une dizaine d'années par des hommes politiques parvenus au pouvoir sans péril et sans gloire. Se prétendant démocrate,
sans accepter les règles du jeu démocratique. 11 octobre 2010, 31 octobre 2010, 11 avril 2011. Il a fallu un peu plus de 5 mois, 5 longs mois, 5 mois interminables de résilience, de résistance pour voir la vérité triompher. J'ai bien dit résilience. Oui, car nous, militantes et militants du RDR, du PDCI, de l'UDPCI, du MFA, de l'UPCI et du PIT, aujourd'hui rassemblés dans le creuset du RHDP, avons résisté pendant plus de 5 mois. 5 mois d'incertitude et 5 mois de traumatisme. Et le premier d'entre nous à avoir résisté n'est autre que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été, mesdames et messieurs, il a été d'une résilience sans nul autre pareil dans son exil de l'hôtel du Golfe, la plus petite république. Combien d'hectares nous a-t-on dit? 10 hectares. 12 hectares. C'est le lieu ici de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leurs biens, voire leur vie, pour la défense de la démocratie. Leur courage et leur dévouement sont un exemple pour nous tous, une inspiration pour poursuivre notre marche vers un avenir plus harmonieux et prospère. Ce jour mémorable du 11 avril 2024, soit 13 ans après cet autre 11 avril 2011, doit rappeler à notre souvenir que Dieu est juste, que Dieu est juste, que Dieu est justice. Qu'il fait triompher toujours le juste au moment opportun, le moment qu'il a choisi. Les musulmans disent « Kun fayakun ». Toute la nation, si, chacun pourra dire dans la langue qu'il veut. Toute la nation et l'ensemble de la communauté internationale savent que n'eût été l'esprit de paix, n'eût été l'esprit de paix de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire après l'élection présidentielle de 2010 aurait été des plus tragiques, peut-être même en Afrique. En homme de dialogue, de mesure et de paix, il n'a pas cédé aux provocations ni aux intimidations. Il a plutôt privilégié les voies de la légalité constitutionnelle et de la démocratie, de la diplomatie, qui ont sans doute été longues et lentes, mais qui ont fini par payer. Mesdames et messieurs, ainsi, le génocide qui se profilait à l'horizon a pu être évité pour laisser place, le 11 avril 2011, à un vent de démocratie, à un vent de liberté. Chers militants, chers compatriotes, l'histoire du RHDP est celle d'une lutte incessante pour la dignité humaine, pour les principes immuables de liberté et de justice. Nos efforts conjugués, notre engagement indéfectible envers l'idéal démocratique ont été notre bouclier contre les assauts de l'autoritarisme, je vais y arriver, de l'autoritarisme et de la tyrannie. La présente célébration vise à rappeler à notre souvenir que la Côte d'Ivoire vient de loin et que le 11 avril doit être pour nous une référence historique qui marque le triomphe de la démocratie et le début de la construction de la Côte d'Ivoire moderne, la Côte d'Ivoire émergente. Oui, depuis le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire est résolument engagée sur la voie du développement, du progrès social et de l'émergence
avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Le Président Alassane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire sera émergente d'ici à 2030. Et depuis le 11 avril 2011, cette vision est en train de se réaliser sous nos yeux, par petites touches. Je voudrais donc rendre, et avec vous, un hommage très vibrant au président Alassane Ouattara. Le monde entier, mesdames et messieurs, à l'épreuve de cette émergence depuis la canne de l'hospitalité 2023. Le monde entier à l'épreuve de l'émergence de notre pays depuis cette canne. Les supporters venus de toute l'Afrique, voire du monde, ont vu et ont témoigné du niveau de développement de notre pays. En plus de 6 stades officiels, chaque équipe nationale avait son stade d'entraînement. Du jamais vu, oui, du jamais vu en Afrique. Je voudrais saluer encore une fois de plus le leadership éclairé de son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui fait de la Côte d'Ivoire un pays qui donne envie, un pays émergent, un pays où il fait bon vivre. Aujourd'hui, l'on ne peut plus compter le nombre d'infrastructures réalisées par l'État de Côte d'Ivoire. Les ouvrages tels que les ponts, les voies bitumées, les stades, les écoles, les collèges, les CHR, les centres de santé ruraux et urbains ne sont plus à compter. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, est véritablement la deuxième chance de la Côte d'Ivoire. Après le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Oui, le président Félix Houphouët-Boigny a fondé la nation ivoirienne. Le président Alassane Ouattara l'élève au standard des nations modernes et émergentes. Depuis le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire est redevenue une nation, je l'ai dit, où règne l'esprit républicain et également une terre d'accueil et d'hospitalité qu'elle avait cessé d'être. De même, la maxime selon laquelle, dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde, nous sommes amis de tous et ennemis de personne, est redevenue une réalité sous la haute et éclairée autorité de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. J'espère que nous nous comprenons. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCEAO. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. À peine revenus de la haie, est-ce par tactique, par ruse, ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux? Ils sont devenus amnésiques. Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Et ils se mêlent même de sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Sanogo va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour lui. De la compassion, la pitié, pour parler de façon triviale. C'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été
il veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. Il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique, au fond de lui-même. Il ne peut pas gérer. Et il a montré en 10 ans, 5 ans démocratiquement obtenus, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans. Donc, s'il vous plaît, il faut que, chers amis, vous qui êtes ici, vous qui êtes les porteurs de la parole, vous qui êtes les voix du RHDP, il faut que vous commencez à leur parler, à leur rafraîchir la mémoire. Quand on dit que Gbagbo a braqué la BCEAO, on n'a pas dit qu'on allait le trouver accroupi avec Justin Katina à côté de lui, lui en train de passer l'argent. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas dit que, nous, on n'a pas dit qu'on l'a trouvé. Il était accroupi quelque part dans un coin de la BCEAO. Quand lui, il prend, il donne à Justin Katina. Lui aussi, il donne à quelqu'un. C'est pas ça. Ce qu'on dit en français, c'est la responsabilité de la fonction. Ah oui, c'est la responsabilité de la fonction. Mais toi, tu es directeur. Ta secrétaire ne fait pas bien son travail. Vous voulez que le ministre aille accuser la secrétaire? C'est pas ça. Le ministre ne peut pas aller accuser la secrétaire. Ou bien, toi, tu es ministre. Ton directeur ne fait pas le travail. Tu veux que le président aille parler au directeur? C'est pas comme ça. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui a mis chacun de ceux qui étaient autour de toi, c'est toi qui les as mis là où ils étaient. Donc, leur fait t'encombre. Leurs faits te culpabilisent. Leurs faits te culpabilisent. Tu dois répondre de leurs faits. C'est pour cette raison que tu as été accusé de braquage de la BCEAO. Et ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'une mesure de grâce ou alors que tu as bénéficié d'un non-lieu à la CPI que rien n'a eu lieu. Ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'un non-lieu à la haine que rien n'a eu lieu. Il y a bien eu lieu quelque chose dans ce pays. Et c'est pour cette raison que tu es parti à la CPI. Que par commisération, que par pitié, peut-être même que par intervention du président de la République, parce que notre président, lui, il est capable de tout. Je vous dis, notre président là, je vous dis, je le répète, j'assume, notre président là, il est capable de tout, y compris de ce que nous-mêmes on pense qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, lui, il est assis ici, il est avec nous, Gbagbo est là-bas, et puis après, lui, il va avoir pitié de Gbagbo. Et puis, il va commencer à agiter ses réseaux pour qu'on libère Gbagbo. Donc, ça va parce qu'on t'a libéré, toi, tu ne sais même pas pourquoi tu as été libéré, comment tu as été libéré. Tu viens, tu dis que tu n'as rien fait, rien ne s'est passé. Si, il s'est bien passé quelque chose dans ce pays. Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Voilà. Les femmes d'Abobo qui sont mortes, elles n'ont pas été tuées. Elles n'ont pas été tuées sur un champ de bataille. Elles n'avaient pas de fusil, elles n'avaient pas d'armes, elles n'avaient que des ardoises, des pancartes pour demander à Gbagbo de dégager. Elle se demandait à quelqu'un de dégager. C'est l'avoir dégagé avec des armes. Non, il y a eu quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit vigilant. J'ai dit d'être vigilant. J'ai dit d'être vigilant. Ils disent que le 10 mai prochain, une convention du PPACI va se réunir pour confirmer le choix de Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI à l'élection de 2025. Bien, s'il vous plaît. A priori, ce n'est pas notre affaire. A priori. J'ai dit a priori, ils peuvent choisir qui ils veulent. Ils peuvent prendre un singe, ils peuvent prendre un cheval, ils peuvent choisir qui ils veulent.
tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent prendre, ils peuvent choisir qui ils veulent. C'est leur droit le plus absolu. Sauf que dans le cas de Laurent Gbagbo, il est sous le coup d'une condamnation devenue définitive, au titre de laquelle il ne figure pas sur la liste électorale. Et quand il dit qu'il est candidat, quand les autres disent après lui en cœur qu'il est candidat, qu'il est leur candidat, ils sont en train de préparer le désordre. Ils sont en train de préparer le désordre. Bon, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les louanges de Nana Alassane Ouattara en Alexandrie. Hey. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nombre, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine, bon, on fait venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous là, on connaît la rue. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous assurer que nous restons déterminés et engagés sur l'essentiel de notre combat, à savoir la victoire du RHDP lors des prochaines consultations générales de 2025. À ces consultations de 2025, j'ai dit à différents endroits, sur différentes tribunes, que notre candidat, on ne cherche pas de candidats. Non, on ne cherche pas de candidats. On ne cherche pas de candidats. Je dis, je répète, il ne faut pas que certains d'entre nous ici aient un complexe, développent des complexes. Tous les partis au monde là, c'est comme ça. Notre candidat, c'est le président de notre parti, Alassane Ouattara. Donc moi, je ne sais pas. Notre candidat. Bon, ce n'est pas d'autres personnes qui vont venir choisir notre candidat à notre place. Bon, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre. Certains, voilà, il y a ceci, c'est rentré ici, c'est sorti là, il n'y a pas plus jeune que vous, il n'y a pas plus jeune que lui dans le parti, mais c'est votre affaire. Mais est-ce que c'est leur affaire? Ceux qui disent ça. Mais c'est nous qui choisissons notre candidat. Selon nos textes, notre candidat, c'est le président de notre parti. Et celui-là, il s'appelle Alassane Ouattara. Je ne sais pas. Ah ben si, en fait, il ne faut pas se laisser avoir par ce complexe, c'est un faux complexe. Des gens qui ne savent rien du tout, qui ont tout à apprendre de nous, à tout point de vue, ne peuvent pas venir nous mettre dans un complexe. Voilà, Alassane Ouattara, il y a ceci, il y a cela. Moi, je ne comprends pas. C'est notre président. J'ai dit qu'eux, ils peuvent choisir qui ils veulent. Ils auraient pu choisir Gbagbo sans qu'on ne parle. Mais on parle simplement parce que Gbagbo est sous le coup d'une inculpation, d'une condamnation, au titre de laquelle il ne figure pas sur la liste électorale, et ne figurant pas sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat, c'est tout. C'est pour cette raison que moi j'en parle. Sinon, pourquoi je vais en parler? Ce n'est pas mon affaire, ils n'ont qu'à choisir qui ils veulent. Donc, mesdames et messieurs, 2025 se prépare maintenant. Pour terminer, je voudrais rappeler à nos souvenirs communs que suite à la crise post-électorale, l'on a enregistré plus de 3000 morts. Au moment où nous célébrons le triomphe de la démocratie, nous devons nous souvenir de ces disparus, de ces martyrs, et prendre l'engagement de ne plus jamais permettre que notre pays vive une telle tragédie. C'est tout le sens de cette célébration
Vive la démocratie, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.